Bonjour tout le monde. Je suis Rossi et on est vraiment désolé pour ce petit retard. On a un petit souci pour faire connecter notre animateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer une petite configuration sur Zoom et il y a un risque que la connexion se coupe. Si jamais la connexion se coupe, bah, je vous invite de vous reconnecter. Je ne suis pas sûr si ça va couper, mais si jamais ça coupe, voilà, je vous invite à vous reconnecter, s'il vous plaît. Merci. Oui, سامعني؟ مقطع أهلا وسهلا. كي داير مولاي؟
Hello, oui, bonjour. Sibakour, Bonjour. je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Oui, oui, Alors, je vous entends. peut-être. Je vous entends, Cyrus. Ah, excellent, super. C'est bon? Est-ce que, très bien, moi je vous entends parfaitement. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Mon micro, c'est bon? La caméra, on vous entend parfaitement, mais vous pouvez activer votre caméra. Ah, C'est bon? excellent, super, magnifique. Je suis Oui, en on mode arrive à continu. vous voir. C'est génial, très bien. Écoutez, vous me permettez 2 petites secondes juste pour m'excuser. Chère participation, on est vraiment désolé pour ce petit retard. On avait un petit incident technique. Heureusement qu'on est là et je vous remercie pour vos. Je suis Rossi Hassani Kautar du cabinet Action Coach Maroc et je suis en charge de la commission accompagnement et formation au sein du club. Cette session-là sera animée par Dr Sipako Omar et on va traiter, où il va nous parler plutôt de la politique d'ajustement de la balance des paiements face au choc de la pandémie au Maroc. C'est le thème d'aujourd'hui. Sibakou Omar, c'est un économiste, docteur en économie, chercheur, enseignant, écrivain, qui est passionné par l'échange, j'espère que je ne me trompe pas, et il a fait une bonne partie de sa carrière au niveau de l'Office d'échange depuis plusieurs années. Écoutez, sans trop tarder, je donne la main, c'est Omar. C'est Omar. Merci, Youssef. Désolé pour ce retard. Donc, pour aller très vite, je vais essayer de structurer mon intervention. Donc, mon intervention porte bien entendu aujourd'hui sur la politique d'ajustement de la balance des paiements au Maroc face à ce choc du Covid-19. Et vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui? On vous entend, on vous entend. Vous m'entendez? Donc, pour aller très vite, nous sommes aujourd'hui face à un choc économique. Et quand on parle de choc économique, ça veut dire tout simplement qu'il y a une diminution importante du revenu national. Réel. Choc économique veut dire diminution importante du revenu national d'un pays, d'un État, notamment du Maroc. Et cette diminution, bien entendu, requiert une politique économique appropriée. Et quand on parle de politique économique en période de choc, ça voudrait dire une politique d'ajustement et de stabilisation et non pas une politique de croissance. Et quand on parle de politique d'ajustement, dans un pays comme le Maroc, un pays bien sûr qui a une monnaie nationale et qui ne peut pas créer d'une manière indéfinie la monnaie nationale comme les États-Unis ou les pays de la zone euro, ça voudrait dire d'éviter une crise de change. Éviter une crise de change veut dire d'éviter une pénurie de devises ou une baisse importante des devises, donc des moyens de paiement internationaux. Et donc, pour cela, il faut… Ça veut dire tout simplement… Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement, c'est juste une petite perturbation, mais c'est passé. D'accord. Merci beaucoup. Donc, pour piloter cette politique d'ajustement, donc cette politique qui vise à équilibrer la balance des paiements, cette politique qui vise à éviter de tomber dans une situation de crise de change, qui, pour rappel, a des impacts économiques très néfastes qui durent pendant plusieurs années, donc qui est durable dans le temps. Il suffirait de rappeler 2 principales crises de change majeures les plus spectaculaires, celle de l'Argentine, par exemple, en 2001, et celle de l'Indonésie. Eh bien, ces crises se sont traduites par
une explosion de la dette. Je parle du cas de l'Argentine où l'encours de la dette est passé de quelque chose comme 50% à 150%. Il y a une diminution très importante du produit intérieur brut. Pour résumer, par exemple, en Indonésie, la crise de change qui a frappé ce pays a produit en une année ce que n'a pas produit la crise de toute la récession de 1929, je dirais le cycle de récession qui a frappé la récession de 1929, pour aller vite. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et pour éviter donc, de tomber dans cette situation, il y a une politique d'ajustement à mettre en place. Et cette politique, elle obéit à des normes, elle obéit à des règles, elle obéit à une certaine sagesse conventionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une méthode, une méthodologie appropriée, une recette appropriée pour déployer cette politique d'ajustement. Et dans cette recette, il y a bien sûr, lorsqu'il y a un choc qui parvient, on agit en premier lieu à travers nos avoirs de réserve, c'est-à-dire les avoirs liquides à la disposition de l'État et qui peuvent être déployés pour résorber ce choc. Et pour rappel, qui dit revenu national dit in fine un déséquilibre entre les dépenses et le revenu du pays et ses recettes. Et qui dit déséquilibre entre recettes et dépenses, ça impacte le marché de change et donc ça impacte, je dirais, la caisse de devise dont dispose le pays. Et donc, en premier lieu, quand le choc parvient, on agit par les avoirs de réserve. Et par la suite, quand ce stock d'avoirs de réserve atteint certaines limites, il y a maintenant le seuil psychologique de 3 mois qu'on pourrait, je dirais, qu'on pourra rediscuter par la suite et peut-être le creuser davantage, etc. En deuxième lieu, on agit sur l'endettement extérieur, c'est-à-dire quand ce seuil dépasse 3 mois, donc où il y a ce seuil psychologique, on l'atteint, l'État recourt à l'emprunt extérieur. Et quand l'emprunt extérieur atteint lui aussi un seuil psychologique, généralement il y a le seuil de Maastricht qui est à peu près de 60%, on a recours à un tiers de confiance, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous garantir pour sortir sur le marché international, pour lever des fonds. Et on pourrait, à travers des accords de coopération de change, on pourra donner comme exemple le cas de la LPL, la ligne de précaution et de liquidité, qui est une sorte de garantie d'un tiers de confiance, c'est-à-dire qui est le FMI, qui a une crédibilité au niveau international, etc. Et donc, par la suite, quand on épuise cette première carte, qui est les avoirs de réserve, la deuxième, qui est l'endettement extérieur, la troisième, qui est le tiers de confiance, il y a d'autres cartes qu'on pourrait utiliser, notamment le taux de change, c'est-à-dire de dévaluer ou de déprécier le taux de change quand on est sur un régime flottant, ou utiliser le contrôle d'échange, c'est-à-dire utiliser des restrictions au transfert de devises, restrictions telles c'est-à-dire de mettre des barrières ou des restrictions à l'importation, des restrictions au titre d'opération de voyage, des restrictions pour le transfert de dividendes, par exemple, pour les étrangers ou les non-résidents donc, qui ont des investissements au Maroc. Donc, voilà globalement l'arsenal qui pourra être déployé à court terme pour faire face à un choc économique, notamment comme celui du Covid. Maintenant, je parle d'une manière générale, c'est-à-dire j'ai essayé de présenter la nature de ce choc, le choc du Covid, brièvement le définir, et j'ai en même temps essayé de relater ou d'expliciter l'ensemble des instruments qui sont utilisés pour faire face à ce genre de choc, tout en essayant de présenter une certaine sagesse conventionnelle, une certaine méthodologie optimale. Maintenant, on passera à l'analyse, je dirais, de la méthodologie ou de l'approche qui a été adoptée par le gouvernement marocain pour faire face à ce choc, pour bien entendu par la suite tirer des enseignements ou des conclusions concernant la pertinence de cette démarche adoptée. Alors, quand il y a eu ce choc du Covid,
qui, pour rappel, c'est une baisse de revenu national, mais une baisse particulière parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une reconfiguration de l'économie nationale. Pour résumer, c'est comme si vous aviez une famille où il y a 10 personnes et où les 10 personnes travaillaient et à un certain moment, donc vous avez seulement 2 personnes qui se maintiennent en activité, notamment le secteur agricole et le secteur des télécoms pour faire vite et une partie de l'administration, et vous avez 7 personnes qui ne travaillent plus. Donc cela se traduirait notamment par une baisse de la production, mais ça va impacter également vos dépenses, puisque vous êtes en tant que chef de famille, vous êtes obligé d'intervenir pour, je dirais, faire face ou compenser la baisse du revenu ou la baisse d'activité de vos 7 enfants qui ne travaillent plus. Et donc, pour cela, vous êtes obligé d'utiliser, de toute façon, ça va impacter votre situation budgétaire. Et donc, voilà pour expliciter, je dirais, la spécificité, la nature de ce choc. Bien entendu, j'ai évoqué la facette interne, c'est-à-dire baisse du revenu due à la baisse de production, mais il y a également un aspect relatif à un choc extérieur, c'est-à-dire aux recettes en devises, notamment en termes d'investissement étranger, en termes de recettes touristiques et en termes également de recettes au titre d'opérations d'exportation de marchandises. Donc voilà pour ce qui est de la nature du choc. Maintenant, par rapport à la politique qui a été déployée par le gouvernement, bien sûr, cette fois-ci, le gouvernement n'a pas, je dirais, utilisé les instruments d'une manière normative, c'est-à-dire de la manière que j'ai présentée. C'est-à-dire que le gouvernement marocain, avant que les avoirs de réserve descendent ou tombent au-dessous du seuil de 3 mois, qu'on pourra discuter comme je l'ai dit, il a procédé au tirage de la LPL, c'est-à-dire de cette ligne de précaution et de liquidité qu'on pourra par la suite discuter profondément. Je ne voudrais pas revenir sur la définition, etc. Mais il a procédé à au tirage de la LPL alors qu'il pouvait, bien entendu, attendre. Et en deuxième lieu, il a procédé au déplafonnement des emprunts extérieurs. Il a procédé au déplafonnement, c'est-à-dire à travers un décret. Tout cela pour montrer que le montant de l'emprunt extérieur qui était prévu au niveau de la loi de finances, il a déplafonné pour montrer qu'il compte procéder à la levée d'emprunts extérieurs sur le marché international. Donc voilà, donc il y a eu je dirais c'est-à-dire qui ne s'est pas conformé à la norme. Et cela procède d'une lecture, c'est-à-dire que le gouvernement a jugé que le choc serait permanent, et donc puisque ce choc serait permanent, donc vaut mieux qu'il procède, qu'il soit réactif et qu'il mène une politique proactive, et donc il procède à une politique de recentrage des ressources plutôt que d'attendre et d'être dans la réactivité, ce qui peut être mal perçu par le marché. Donc voilà pour ce qui est de l'approche du gouvernement. En matière de régime de taux de change, donc il y a eu bien avant, je dirais, dans la semaine du choc, bien avant que le choc ne se manifeste d'une manière très claire, il y a eu un élargissement de la bande de fluctuation du taux de change, donc en la ramenant de 5% à 10%. Maintenant, donc, pour un peu récapituler, j'ai présenté la nature du choc, j'ai présenté un peu les politiques d'ajustement optimales qui peuvent être déployées. J'ai un peu essayé de présenter d'une manière rapide la politique qui est adoptée par le gouvernement. Maintenant, je vais essayer de présenter un peu la politique optimale ou les marges de manœuvre à court terme qui peuvent être utilisées par le gouvernement et donc qui sont à la disposition du Maroc. Par rapport aux avoirs de réserve, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les avoirs de réserve, le niveau dont on dispose, et qui est aujourd'hui approché ou analysé à travers le seuil de 3 mois, le seuil psychologique, c'est-à-dire qu'il faut que l'État marocain, la Banque centrale, dispose d'un niveau de ses avoirs
qui dépasse 3 mois d'importation, il faut savoir que ce ratio est un ratio inapproprié. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un ratio qui a été mis en place dans les années 70 par certains économistes et qu'aujourd'hui, la situation de l'économie internationale et notamment de l'économie marocaine rend ce ratio inapproprié. Pourquoi? Parce que déjà, aujourd'hui, il ne faut pas se référer au nombre de mois d'importation, il faut se référer au déséquilibre prévisionnel du marché de change, c'est-à-dire à un moment où nos dépenses en devises seront supérieures à nos recettes. Et en se référant au déficit prévisionnel au marché de change, ce déficit dépend bien sûr de la situation du compte courant, le compte courant de la balance des paiements, dans lequel il y a les recettes et les dépenses en matière de commerce extérieur de biens et de services, donc la balance commerciale élargie, mais il faut prendre en considération également les transferts des MRE. Et il faut prendre également, c'est-à-dire au niveau pour analyser ce déséquilibre du marché de change, prendre également les investissements étrangers, parce que les investissements étrangers, quand ils viennent, donc ils impactent cet équilibre du marché de change. C'est de l'argent gratuit qui vient et donc qui alimente le marché de change. Et bien sûr, il faut également prendre en considération la stratégie d'endettement de l'État. Alors, quand on prend en considération ces éléments, on découvre que finalement, ce seuil ou ce ratio de 3 mois ou 2 mois, cette référence au mois d'importation est une référence, c'est quelque chose d'inapproprié et qu'il faut se référer plutôt au déséquilibre prévisionnel du marché de change qui dépend de ces agrégats et donc finalement qu'il faut mettre en place un ratio qui consiste par exemple à ce qu'on puisse avoir un niveau d'avoir de réserve qui s'établit par exemple à 3 ans de déséquilibre prévisionnel du marché de change. Donc déjà, si on migre vers cette approche-là, on va découvrir que nos avoirs de réserve dont on disposait étaient surestimés par rapport à nos besoins et donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Deuxièmement, le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, si on garde cette référence au mois d'importation, les mois d'importation, on les calculait à travers les mois anciens, c'est-à-dire les mois de l'année dernière. Mais aujourd'hui, les mois d'importation prévisibles seront inférieurs au mois de l'année prochaine parce que cette baisse de la production et cette baisse des exportations et la baisse de notre revenu dû à la baisse des recettes MRE, tout ça va faire que nos dépenses d'une manière générale vont baisser et par conséquent nos importations vont baisser et par conséquent le besoin en avoir de réserve va certainement baisser. Donc déjà, il fallait communiquer sur ça. Il fallait déjà faire une communication appropriée pour dire que, attention, déjà nous avons un niveau d'avoir de réserve suffisant et bien sûr qui nous suffit plus que, c'est-à-dire que en se référant à ces mois d'importation prévisibles que j'ai mentionnés. En deuxième lieu, donc il y a bien entendu l'endettement extérieur. C'est vrai qu'à ce niveau, nous avons dépassé un peu le seuil de 60% et que les marges de manœuvre ont baissé. Mais nous avons quand même un acquis, c'est que nous avons signé un accord avec le FMI sous forme de LPL et cet accord est un gage de garantie, c'est un label de crédibilité d'un pays, de bonne politique économique, sachant bien entendu que cette LPL n'est pas accordée à tous les pays, que le FMI l'a accordée à 3 pays, y compris le Maroc, et donc ça permet d'agir sur la notation d'un pays sur le marché financier international, ce qui lui permet d'accéder aux emprunts extérieurs dans des meilleures conditions, de toute façon dans des conditions qui sont nettement meilleures que si l'on se présente sans cette garantie. Donc nous avons déjà cette LPL qui nous permet de lever des emprunts, mais déjà on l'a levé aujourd'hui, ce qui a permis bien sûr d'augmenter les avoirs de réserve. Maintenant, j'ai présenté les 3 instruments. Il y a le 4e qui est le régime de taux de change. Donc, est-ce que une dévaluation ou la dépréciation du taux de change est un instrument approprié sur lequel qu'il faut utiliser pour faire face à ce choc du Covid-19?
moi je dis que c'est pas le bon instrument parce que le taux de change agit en période normale. Premièrement, il faut savoir que, et ça je risque d'être un peu lent, que les paramètres ayant fait que le Maroc a décidé d'aller vers un régime flottant ne sont plus présents. Parce que qui dit rétrécissement de la production, rétrécissement des exportations, dit moins d'exportations et dit bien sûr des risques de fluctuations très importantes sur le marché de change. Donc les conditions de fonctionnement d'un marché de change normal ne sont plus remplies après ce choc. Donc il s'agit d'un choc violent où la configuration du marché de change du Maroc a changé. En deuxième lieu, une dépréciation du taux de change lorsqu'elle est déployée dans une situation de crise mondiale où la problématique principale réside dans la demande mondiale qui a baissé. Donc la baisse du taux de change ne sert pas à grand-chose. Et en troisième lieu, son impact sur les prix intérieurs sera plus violent en cas c'est-à-dire de mise en place de cette dépréciation, parce que le PIB s'est rétréci. Et quand le PIB se rétrécit, il y a ce qu'on appelle l'exchange rate pass-through, c'est un concept qui mesure ça. Donc certainement l'impact sur les prix intérieurs va être très important. Le cinquième instrument qui pourrait ou qui peut être utilisé à court terme est le contrôle des changes. Le contrôle des changes, on le sait aujourd'hui, nous sommes sur une politique qui finalement est presque totalement libérale, c'est-à-dire que nous avons un cadre libéral pour les opérations courantes, importation de biens, de services, etc., de voyages, pour les opérations capital des non-résidents, c'est-à-dire tout ce qui est transfert de dividendes ou transfert de produits de cession d'investissement réalisés au Maroc, et on a une liberté partielle pour les opérations d'investissement à l'étranger, de placement des institutions financières. Et quand on analyse ce degré de libéralisation aujourd'hui dans lequel de notre monnaie nationale ou le degré de convertibilité, eh bien, on trouve que c'est un niveau qui correspond au potentiel de convertibilité du dirham. Ce que j'entends par potentiel de convertibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les opérations de consommation sont libres, c'est-à-dire que le dirham, vous pouvez l'utiliser pour toutes les opérations de consommation, c'est-à-dire les opérations d'importation de biens et de services qui sont libres. Maintenant, pour les opérations d'utilisation de l'épargne, c'est-à-dire de placement de l'épargne à l'étranger, eh bien, il s'agit de limitations naturelles, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on mesure le niveau d'investissement à l'étranger du Maroc, enregistré dans la balance des paiements du Maroc et qui passe par le circuit formel, nous sommes à peu près 0,5% du PIB, et ce niveau est à peu près le même qu'on observe dans des pays qui ont une monnaie totalement convertible, comme la Turquie, comme l'Égypte, etc. Il n'est pas très loin de pays qui n'ont pas la même, qui ont une monnaie convertible, mais qui ne sont pas dans la même c'est-à-dire dimension économique que le Maroc, notamment les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc., qui sont à des niveaux de 1,8%. C'est-à-dire que le phénomène de l'épargne, d'une manière générale, ou de placement de l'épargne et d'investissement est un phénomène minoritaire par nature. Donc, quel que soit le degré de convertibilité, ça reste quand même limité par des facteurs objectifs. Et quand on observe le niveau donc, de placement de l'épargne à l'étranger du Maroc, on remarque qu'on est sur les mêmes normes d'une manière générale. Tout ça pour vous expliquer qu'on est dans une politique finalement qui correspond au potentiel de convertibilité de dirham. Maintenant, pour pouvoir utiliser cet instrument dans cette conjoncture, il faudrait par exemple revenir sur les restrictions à l'importation. Par exemple, mettre en place des restrictions, comme je l'ai dit, serait une erreur économique, tout simplement parce qu'il y a déjà des engagements du Maroc avec l'OMC, etc. Et en même temps, vous savez que c'est des recettes qu'on a déjà utilisées dans les années 70 qui n'ont rien donné, parce que quand vous restreignez les importations de marchandises, ça agit sur votre production, ça agit sur vos exportations, etc. Il y a le risque également de riposte de la part des pays partenaires avec lesquels on a signé des accords de libre-échange, ce qui risque de réduire les exportations, mais également un risque de sanctions de la part de l'OMC. Mais il y a également les stabilisateurs automatiques. Les stabilisateurs automatiques, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est le fait que cette baisse de production
déjà va engendrer, il y a déjà la baisse des prix des produits pétroliers, mais il y a également cette baisse de la production qui va générer, et la baisse des exportations et la baisse des recettes MRE qui va générer naturellement une baisse des dépenses d'une manière générale et une baisse des importations. Donc, ça ne sert absolument rien du tout de se lancer sur ce terrain de restriction des importations. Et en deuxième lieu, par exemple, en matière d'importation de services et de voyage, là aussi, c'est des mesures qui ne servent à rien du tout, puisque également les mêmes facteurs ou les mêmes que j'ai soulignés pour les importations de marchandises vont jouer. Ajouter à cela la politique qui va être menée par le gouvernement pour rendre plus concurrentiel, plus compétitif le produit touristique national. Ajouter à cela les mesures de confinement qui vont limiter d'une manière très importante le mouvement de personnes physiques à l'étranger. Pour citer cela, on en est déjà là à travers, par exemple, les voyages religieux qui ont été annulés dans les pays tiers, etc. Maintenant, s'agissant de la troisième mesure qui peut être prise dans le cadre de la politique de contrôle d'échange, qui est celle concernant les dividendes, c'est-à-dire les dividendes des investisseurs étrangers, je pense que là aussi, c'est une mesure à ne pas prendre et c'est une mesure qui est stérile. Premièrement, parce que déjà, les dividendes et les bénéfices sont corrélés au chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires, il est corrélé à la production qui va baisser. Mais en deuxième lieu, il s'agit de mesures qui concernent le droit de propriété. Et le droit de propriété, c'est comme la monnaie, c'est des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Parce que quand on touche à ce genre de fondamentaux, on est blacklisté. C'est quelque chose qui agit négativement sur l'avenir du pays et donc sur son image de marque. Et certains pays qui ont touché à cet instrument, je parle par exemple des ex-pays communistes ou de la Russie, donc qui ont procédé à la nationalisation, ils ont eu du mal par la suite à attirer les investisseurs étrangers parce que l'investisseur étranger a une mémoire longue et quand vous utilisez ces instruments, ça agit négativement à long terme sur votre possibilité, votre pouvoir, c'est-à-dire attractif en matière d'investissement étranger. Donc voilà globalement, je pense, les éléments concernant ma présentation. J'ai essayé un peu d'être bref parce que j'avais une longue présentation, tout ça pour donner la possibilité au maximum à l'audience pour poser des questions, pour qu'on puisse échanger, débattre à ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Bakou, pour votre présentation. Alors, nous attendons les questions de toutes les personnes qui nous ont suivis, depuis Facebook et puis directement sur Zoom. Vos questions, bien entendu, orales sont les bienvenues. Vous n'avez qu'à lever la main et on vous donne accès. Sinon, pour les personnes sur Facebook, si vous voulez bien nous écrire vos questions sur la partie commentaires et on se chargera de les transmettre à M. Bakou. Alors, j'ai plutôt un commentaire depuis Facebook qui vient de Nordin Khabash et qui dit qu'il faut interdire l'importation des produits de luxe, par exemple des voitures de luxe. Une question peut-être de M. Hassan Ben Mohamed. Pensez-vous que la situation actuelle impactera la notation du Maroc chez les agences de notation? La chose qui va bien sûr impacter l'économie nationale. Et je reviens sur Zoom pour voir s'il y a des questions. On répond en attendant, docteur? On répond à ces deux questions en attendant? Oui, concernant la deuxième question relative à la notation, pour le moment, je pense qu'il y a une agence qui a noté le Maroc qui a maintenu la même note.
Et moi, vous savez que les instruments qui sont utilisés par les agences de notation sont un peu, je dirais, bon, qui sont sujettes qui peuvent être discutées. Mais de toute façon, même en cas de notation négative, en principe, c'est-à-dire si la notation baisse, si on prend les critères objectifs, on va considérer que sur la base de ces critères objectifs, que la notation doit baisser. C'est-à-dire, vous savez qu'ils prennent l'encours de votre dette publique, la croissance potentielle, votre régime de taux de change, la santé du système bancaire, tout ça, tous ces éléments, si c'est-à-dire on les mixe, on va trouver que, bien sûr, les capacités économiques du Maroc ont été touchées. Mais en dehors de cet élément relatif à la notation, de toute façon, la notation de la majorité des pays va être impactée, c'est-à-dire suite à ce choc. Et face à c'est-à-dire à une situation dans laquelle l'offre de financement va rester la même, donc ça ne va pas impacter la capacité du Maroc à lever des emprunts. C'est ça le plus important. C'est comme la question qui était posée à un certain moment où une agence de notation avait réduit la notation de la France, qui a d'ailleurs, après avoir vu sa notation réduite, elle a réussi à emprunter un taux moindre que le taux auquel elle empruntait avant. C'est pour tout dire sur cet aspect-là, qui est l'aspect sur l'offre, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect relatif à l'offre de financement sur le marché international. Puis il y a la demande, c'est-à-dire la cotation des demandeurs qui se manifeste ou dans laquelle intervient je dirais, le critère relatif à la notation. Maintenant, concernant les importations de produits de luxe, moi je pense que c'est pas, de toute façon, les importations de produits de luxe d'une manière générale restent un phénomène minoritaire, premièrement. Donc, son impact macroéconomique n'est pas important. Comme je dis, c'est un phénomène qui va être réglé par ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après cette crise, ces importations vont baisser. Donc, finalement, si on analyse sur le plan macroéconomique, troisièmement, comme je l'ai dit, le recours à ces restrictions à l'importation sont mal perçues et c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, globalement, pour moi, je pense que c'est une mesure qui n'aura aucun impact, qui serait inutile. Et donc, ce n'est pas la peine de prendre ce genre de mesure. Sachant qu'il y a d'autres aspects, d'autres instruments que j'ai présentés qui sont beaucoup plus utiles sur le plan macroéconomique. Et ça, c'est important, c'est-à-dire la qualité ou la crédibilité d'un pays, c'est au niveau de sa stabilité réglementaire, et sa stabilité au niveau de sa politique, et sa stabilité au niveau de respect de ses engagements. C'est-à-dire que le fait que le Maroc a adopté une loi sur le commerce extérieur déjà en 1993 et que ce mouvement de libéralisation a été irréversible, que cette convertibilité de la monnaie nationale a été également irréversible, c'est des facteurs qui donnent, des éléments qui donnent une crédibilité au Maroc, à sa monnaie nationale, à sa politique économique, et c'est des choses à mettre dans la balance de toute décision de politique économique parce que ces décisions, cet aspect est important. Il y a l'aspect intertemporel. Vous pouvez résoudre tous les problèmes du monde. Vous savez que certains pays se sont réveillés le matin et se sont dit pourquoi nous, on va annoncer un moratoire, on ne rembourse pas la dette. Et c'est vrai, vous pouvez le faire, mais vous réglez un problème, mais vous en créez un problème pour 30 ans et 40 ans. Donc, personne ne va vouloir vous prêter par la suite. Vous serez toujours disqualifié par les prêteurs et par la suite, vous n'aurez pas d'investissement étranger parce que le pays qui a fait ça peut par la suite faire des nationalisations, interdire le transfert de dividendes et donc vous ratez votre intégration à l'économie mondiale et donc les possibilités qu'offre cette économie en termes de croissance, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bakou. Alors, j'en ai une de Monsieur Youssef Benjeloun.
et qui dit, est-ce qu'on peut dire que notre endettement extérieur est structurellement irremboursable tant que nous avons les déficits jumeaux, c'est-à-dire la balance de paiement et le solde budgétaire? Non, on ne peut pas se lancer sur ce genre je dirais, d'annonce en disant que nous avons un structurellement irremboursable. En matière de remboursement de la dette, il y a bien sûr un aspect extrêmement important. Il faut regarder au niveau premièrement, il y a un élément extrêmement important, c'est la croissance économique, parce que les recettes de l'État dépendent de la production. Ils sont corrélés à la production, quelle que soit la politique fiscale menée, quelle que soit l'efficacité de l'administration fiscale, il y a une corrélation entre les recettes fiscales et la production. Et bien sûr, il y a cet aspect, ce paramètre extrêmement important qu'on méconnaît, mais qu'on peut bien sûr on peut extrapoler à partir de notre taux de croissance antérieur. Donc, si on analyse à partir de ce postulat d'un taux de croissance moyen de 3 à 4% maximum, si également on prend en considération nos dépenses, d'une manière générale, les dépenses, je dirais, incompressibles de l'État, c'est-à-dire les salaires, les dépenses de fonctionnement, on ne peut pas dire que nous sommes à un déficit qui est structurellement remboursable, parce que l'État arrive à dégager quand même un solde excédentaire, donc nous n'avons pas un déficit primaire, et donc logiquement, je dirais, l'État est en mesure de rembourser sa dette. Maintenant, la question qui se pose, ce n'est pas la question de la capacité de remboursement de la dette, mais c'est le problème je dirais, de l'impact de cette dette. Parce que aujourd'hui, la dette, l'endettement extérieur, c'est comme un athlète qui va courir avec un sac de pierres dans le dos. C'est-à-dire qu'on est obligé chaque année de réserver une partie de notre production, du production du pays, on est obligé d'enlever une partie et la donner aux bailleurs de fonds étrangers et ceux nationaux, alors que cette partie aurait pu servir à des investissements productifs qui vont améliorer le produit, créer de la richesse et créer de l'emploi. Donc c'est ça le problème, c'est comme quelqu'un qui joue un match en étant battu par exemple par un score de 2-0. Donc il est obligé de multiplier les efforts. Donc toute la spéculation sur, je dirais, le caractère structurellement non remboursable, je dirais, il reste, je dirais, un peu hasardeux, sachant qu'il faut le reconnaître, nous sommes à des déficits importants et donc il faut qu'il y ait des efforts importants pour améliorer la capacité du Maroc de remboursement de la dette à travers notamment une rationalisation des dépenses publiques. Il faut un effort extrêmement important et là, il y a tout un ensemble de mesures qui peuvent être prises, mais également en améliorant la croissance pour pouvoir dégager des ressources fiscales supplémentaires pour l'État pour qu'elle puisse faire face à ses engagements, notamment en termes d'endettement intérieur et extérieur. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers une question orale et je donne la parole à Monsieur Mohamed Ben Chkroun, qui est l'ambassadeur du club en Chine et qui est aussi professeur à l'université de Ningbo. Monsieur Mohamed Ben Chkroun, vous avez la parole. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, à un certain moment, il faudrait se réconcilier avec le terme de l'endettement, parce que il n'y a pas de croissance sans investissement, et l'investissement inclut l'endettement. Et donc, avant d'apporter un regard critique sur les indicateurs, il faut prendre en considération notre capacité de croissance, notre balance commerciale et notre balance de paiement. Et, euh, et finalement, se limiter vers l'œil des équilibres macroéconomiques et de avoir une réticence sur l'endettement pour préserver les grands indicateurs macroéconomiques, c'est une façon
c'est une vision de la politique économique qui ne va pas vers l'optimisation de la croissance et qu'il faut prendre des risques pour optimiser le potentiel économique et pour libérer le potentiel. Et que cette politique prudentielle et orthodoxe de la politique monétaire n'a pas donné ses fruits. Et lorsqu'on prend le cas des pays asiatiques qui ont connu des chiffres exponentiels et miraculeux dans leur développement, ils ont des dettes extrêmement fortes. Mais l'endettement, lorsqu'on analyse l'endettement en l'isolant, c'est vrai que ça peut créer la peur et la panique. Mais lorsqu'on l'associe à d'autres indicateurs comme la croissance, comme la balance commerciale, cela donne une harmonie et finalement une vision beaucoup plus réelle sur la situation d'un pays. Donc l'orthodoxie n'a pas donné ses fruits et ne donnera jamais ses fruits. Par contre, assainir la plateforme commerciale, assainir le climat des affaires en faisant confiance au tissu économique, ça pourrait donner des fruits et ça a donné des fruits dans d'autres pays. Il faut que le Maroc aussi prenne des risques pour sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'avant. Maintenant, j'ai une question à poser. Quelle serait la politique monétaire idoine pour le Maroc afin d'attirer les investissements directs à l'étranger? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sibn Shkran, pour votre question. La parole est à vous, Monsieur Bakou. Oui, moi je dirais que je dirais pas que je suis parfaitement d'accord, mais je pense que c'est la question est tranchée, c'est-à-dire la question de est-ce qu'il faut se focaliser sur les équilibres ou ne pas s'en focaliser. C'est quelque chose je dirais c'est tranché, c'est-à-dire que les paramètres relatifs aux équilibres extérieurs sont là, sont importants. Aucune société, aucune entreprise, si on veut prendre le modèle réduit de l'entreprise, qui est finalement un modèle réduit d'un pays, aucune entreprise ne peut fonctionner en déficit et en déséquilibre d'une manière, je dirais, éternelle. Donc, éternellement. Donc, le paramètre équilibre, l'équilibre est quelque chose d'important. On ne peut pas le négliger. Deuxièmement, comme je l'ai souligné au début, la politique économique, d'une manière générale, elle fonctionne selon deux logiciels. Et ces deux logiciels, parfois, c'est le logiciel de la croissance et le logiciel de la stabilisation. Ou je dirais l'optique, croissance, optique, stabilisation. Dans les taux normaux, quand il n'y a pas le feu, c'est-à-dire quand il n'y a pas un choc important, une baisse importante de tous les paramètres, dans ces moments, dans les temps normaux, donc on réfléchit croissance. D'ailleurs, l'annonce de Sa Majesté au niveau de la réflexion sur un nouveau modèle économique, ça répondait à des aspirations de toute la population marocaine pour bien sûr réfléchir sur une manière ou sur un nouveau modèle de croissance économique, c'est-à-dire sur tous les leviers qui peuvent faire que le Maroc puisse croître plus rapidement et d'une manière qualitativement meilleure. Donc ça, je pense, c'est un élément maintenant sur la question des pays asiatiques. Bien sûr, c'est comme au niveau d'une entreprise. Quand vous vous endettez pour effectuer des investissements, donc pour affecter le fruit de l'endettement aux investissements, donc c'est quelque chose qui peut être bien, c'est-à-dire quand vous investissez, ça crée par la suite une production supplémentaire et donc de la croissance, donc vous ne perdez pas l'argent, surtout que quand le taux de l'endettement, c'est-à-dire le taux d'intérêt est faible et que vous pouvez cibler des investissements où la rentabilité économique est supérieure à ce taux, donc ça peut être intéressant. Mais maintenant, quand on prend l'endettement du Maroc, c'est un endettement, si vous voulez, subi. Parce que de la période, on était en 2008 à quelque chose comme 50% du PIB de taux d'endettement global. Et par la suite, donc c'était la crise énergétique, donc l'augmentation des prix
des produits pétroliers qui étaient en même temps subventionnés, donc à creuser le déficit budgétaire. Donc c'est l'État, c'est donc le chef de famille, le père de famille qui a supporté le coût de cette augmentation du prix d'une dépense qui est les produits énergétiques, ce qui a plombé le déficit budgétaire. Et par la suite, donc l'État était obligé, parce que les ressources du marché intérieur étaient limitées, donc de recourir à l'endettement extérieur. Donc c'était une réaction normale de l'État à l'époque qui a creusé l'endettement. Donc tout cela, donc pour vous dire que c'est vrai qu'il faut, en matière de politique économique, en même temps, faire attention aux équilibres, parce que même les équilibres, c'est quelque chose de, c'est-à-dire qu'elles nous sont imposées par le marché. C'est-à-dire quand vous êtes endetté, il y a des seuils psychologiques qui sont établis par les marchés. Moi, on pourra en discuter. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit que même tous les indicateurs, ils peuvent être revus. Ce pas des indicateurs pertinents parfois. Mais parfois, il y a le marché qui impose certains indicateurs psychologiques. Donc, vous êtes obligé de les suivre du fait que le rapport de force n'est pas en votre faveur, mais en faveur de ceux qui prêtent. Donc, voilà pour ce qui est je dirais, mais en même temps, c'est-à-dire parallèlement à cette veille sur l'équilibre extérieur, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut mener une politique de croissance économique. C'est-à-dire qu'il faut rendre la question de croissance aussi urgente, aussi importante que la question de la stabilisation. Et c'est là, je pense, où je rejoins c'est-à-dire votre question, peut-être votre souci, votre message, c'est que pourquoi on accorde autant d'importance, c'est-à-dire que l'État se mobilise et quand il y a des risques de déstabilisation, donc des risques de survenance d'une crise de change, alors que la question de la croissance n'est pas traitée avec la même mobilisation, etc. Donc, que la politique de stabilisation. Et là, je suis d'accord avec vous, mais tout cela sans omettre le fait que les équilibres, c'est important, qu'on ne peut pas comme ça mener une politique irresponsable en matière d'endettement, parce que tout simplement, tous les pays qui ont suivi cela, sans mener parallèlement une politique de croissance, n'ont pas réussi, sachant qu'il faut prendre en considération un aspect extrêmement important, c'est que la dette ou la perception de la dette en matière de ratio, elle dépend du statut du pays, du grade économique du pays. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas, un pays comme le Japon qui a 220%, on ne peut pas se comparer à ce pays. Donc plus c'est-à-dire plus vous développez, plus vous montez en gamme et en grade, plus vous avez une capacité de vous endetter. Donc, on ne peut pas comparer le Maroc à d'autres pays. Maintenant, sur la politique monétaire appropriée pour attirer des investissements étrangers, moi, je n'ai pas compris votre question, parce que quand on parle de politique monétaire, c'est la politique qui est menée par la Banque centrale, par Banque al-Maghrib, et qui a pour objectif, à travers le canal des avances qu'elle donne aux banques, qui a pour objectif final la stabilisation des prix. Et la stabilité des prix, donc je ne vois pas le lien avec la politique monétaire. C'est un aspect extrêmement important, parce que quand vous avez une politique monétaire responsable, c'est-à-dire ça permet au marché financier de se développer, parce que quand on a une monnaie stable, donc la possibilité d'épargner devient possible, et donc c'est un paramètre fondamental pour le développement du marché financier. Et qui dit développement du marché financier, donc dit développement de l'investissement d'une manière générale, c'est-à-dire que les investisseurs, qu'il s'agisse de ceux nationaux ou ceux étrangers, sont sûrs de ont des garanties de pouvoir se financer, mais en même temps, ils savent que puisque la monnaie est stable, donc il n'y a pas de risque de dépréciation important du taux de change, et donc quand ils vont dégager leurs bénéfices, notamment leurs dividendes, donc ils n'auront pas c'est-à-dire des recettes ou des ressources qui seront dévalorisées, donc à cause de des dépréciations futures de la monnaie nationale qui causeront une dépréciation de la valeur externe de cette monnaie. Donc voilà le lien d'une manière, je dirais un peu, d'une manière générale, mais sincèrement, je n'ai pas compris le sens exact de votre question. On peut lui donner la parole afin de mieux éclaircir
Son idée. Si Mohamed Ben Shkran, je ne sais pas si vous êtes toujours parmi nous. Si Mohamed Ben Shkran. Oui, oui, je suis là. En fait, vous avez parlé de responsabilité. Il faut être responsable de ne pas creuser le pays dans son endettement. Vous pensez que la Chine, qui a maintenant un PIB, un endettement de 300%, n'est pas responsable? Vous trouvez que tous ces exploits économiques qui a fait, qui est passé, on est passé d'une Chine qui a un PIB par habitant 5 fois inférieur à celui du Maroc, à maintenant un PIB par habitant qui est de l'ordre de 10 000 dollars par an, une classe moyenne élargie, une croissance forte, des exportations boostées, mais cela n'aurait pu être effectif que si l'État a pris ses responsabilités. Moi, je trouve que la responsabilité de l'État n'est pas dans la prudence. C'est de se dire, je crois en mon pays, je crois au tissu économique de mon pays, et donc il mérite à ce que j'y ai mis des risques au détriment des équilibres macroéconomiques, au détriment de plusieurs éléments, mais parce que je crois en ce pays, que j'investis. Vous avez dit que l'entreprise est un échantillon en termes de gestion d'un grand pays, d'un pays. Et là, je suis d'accord avec vous. Lorsqu'on a un modèle économique euh, assez compétitif, avec un leadership, avec un manager qui est à la page, les financiers investissent. Donc le fait que le Maroc ait toujours pris des mesures prudentielles, cela voudrait dire que le Maroc ne croit pas déjà en lui-même et à sa capacité. Et donc c'est ça l'anomalie. L'anomalie est euh, dans l'explication de cette prudence, c'est lié à la non-confiance. Alors, lorsqu'on souhaite aller vers l'émergence, il faut qu'on croit en soi. Et pour croire en soi, il faut développer ses capacités. Donc peut-être que l'anomalie a été le fait qu'on n'ait pas euh, euh, assez formé les managers, assez formé le capital humain. Vous avez parlé, le déficit a été creusé par la hausse des prix des prix énergétiques, mais la Chine aussi, Singapour aussi, ils ont subi les mêmes fléaux, mais ils n'ont pas subi le choc de ce déficit budgétaire parce que leurs ressources, leur export, leur entrée d'argent étaient assez suffisantes pour assurer leurs charges. Donc, c'est assez problématique parce que lorsque vous défendez les équilibres, en fait, vous défendez l'idée que non, je temporise, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment que j'investisse en vous parce que je ne crois pas dans le tissu national. Et pour moi, tant qu'on est dans cette approche-là, ultra prudentielle, on ne va jamais atteindre le concert des pays émergents et des pays qui ont connu des croissances fulgurantes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, et merci beaucoup pour l'échange. Est-ce que je pourrais répondre à ces... Bien évidemment, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec Sibin Shkran sur un aspect, mais je ne suis pas d'accord sur un autre aspect. Le premier aspect, c'est la question de prendre la Chine en référence. Ce n'est pas juste parce que, d'abord, quand on veut analyser la situation d'un pays, la situation patrimoniale, je veux dire, il faut voir d'abord ses avoirs et ses engagements. Et quand on prend l'exemple de la Chine déjà a plus à peu près 3 000 milliards de dollars en termes d'avoirs liquides, donc en bons du Trésor américain. Et donc, il faut prendre en considération cet aspect, c'est-à-dire que la Chine, finalement, si on analyse en termes de situation financière, patrimoniale du pays, elle n'est pas un pays qui est structurellement déficitaire sur ce plan. En deuxième lieu, la Chine, comme je l'ai dit, donc, elle a un grade économique qui est supérieur au Maroc. Donc, elle peut se permettre de s'endetter ou d'avoir des taux d'endettement qui sont nettement supérieurs au Maroc. Donc, nous, on n'est pas dans la même configuration que la Chine économique pour pouvoir se permettre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure,
un niveau d'endettement similaire à celui de la Chine. Maintenant, la Chine aussi, il y a un autre aspect extrêmement important qui est méconnu, mais je ne voulais pas rentrer dans ce détail, c'est-à-dire que le niveau atteint par la Chine, moi j'ai d'ailleurs dans mon livre sur la flexibilité, pour mieux comprendre la flexibilité du dirham, j'ai réservé un encadré de 7 pages sur la politique du taux de change de la Chine. Et j'ai dû, pour faire cet encadré, j'ai travaillé sur le cas de la Chine durant 1 mois et demi, c'est-à-dire pour creuser ou pour analyser le modèle économique de la Chine. Et la Chine, c'est des sacrifices de la population, c'est-à-dire qu'elle a fonctionné avec un taux d'épargne d'à peu près 50%. C'est-à-dire c'est des sacrifices de la population qui sont imposés par un pouvoir central qui est bien sûr pas un pouvoir qu'on pourrait qualifier de démocratique. Donc c'est des sacrifices de la population. Donc il ne faut pas tout remettre à l'État, c'est-à-dire considérer que c'est l'État qui est finalement, parce que nous-mêmes, et on l'a vu à travers par exemple le débat sur tous les débats, c'est-à-dire aujourd'hui les syndicats veulent toujours des augmentations de salaire, quand l'État augmente les prix, qui est quelque chose de normal, tout le monde se monte contre l'État. Donc, il y a quand même, cette situation est une situation partagée entre l'État, c'est-à-dire l'entité qu'on appelle l'État, et également la population. Donc, c'est une problématique sociétale. Maintenant, par rapport à la question de politique proactive, c'est-à-dire politique de la croissance, moi, je suis parfaitement d'accord avec vous, parfaitement d'accord, parce que c'est l'une des choses, d'ailleurs, dans mon livre, au niveau du chapitre 4, je l'ai réservé à ça. J'ai dit que finalement, cette politique de dire, voilà, moi j'ai 3 mois d'avoir de réserve et taux d'endettement, je vais attendre l'année prochaine, s'il y a ça, il faut passer à autre chose. Parce que de toute façon, les marges de manœuvre aujourd'hui se sont affaissées, se sont affaiblies. Donc, il vaut mieux passer à une politique proactive. Et une politique proactive, ça peut être mis en œuvre à travers pas un retour au plan, mais quelque chose qui est entre le plan rigide et les politiques sectorielles, et à travers des actions, je dirais, échelonnées dans le temps, bien, et qui sont aujourd'hui identifiées, qui sont connues. C'est-à-dire qu'on peut mener aujourd'hui une politique de croissance proactive à travers une série de mesures et une série de dispositions qu'on pourrait discuter. Et je pense que c'est là le mot AX, c'est-à-dire le principal mot, c'est-à-dire que ces dernières années, nous n'avons pas pu trouver, je dirais, une recette et une approche pour mener une politique de croissance, ce qui a fait que c'est la politique de stabilisation qui est restée, c'est-à-dire apparente au niveau du débat public, c'est-à-dire en faisant accuser l'État par le fait qu'il ne fait attention qu'à cette politique de stabilisation. Donc, je vous remercie. Oui, oui, d'autant plus vrai que la politique proactive a toute sa légitimité par rapport aux indicateurs macroéconomiques de post-crise 2000 Covid-19. C'est-à-dire que toutes les prévisions établies par le FMI, le monde va connaître une croissance fulgurante. Et donc, pour pour que le Maroc tire profit dans cette croissance-là ou dans ces opportunités qui vont être créées, c'est seulement par la libéralisation des fonds, par le fait de faire confiance au tissu économique national et le fait finalement d'être beaucoup plus flexible dans l'injection de liquidités qui pourrait optimiser les opportunités macroéconomiques euh, que le monde va connaître en termes de croissance et de relance. Donc, parce qu'après toute crise, après toute pandémie, il y a des relances extrêmement fortes. Et ces relances-là, elles ne se reproduisent pas annuellement. C'est peut-être chaque 20 ans ou chaque 30 ans. Et donc, le Maroc a une phase historique avec son histoire, a une phase euh, euh, importante avec son histoire, c'est-à-dire que il faut que la politique monétaire puisse changer, car les indicateurs macroéconomiques, car les chamboulements de la supply chain, le fait que la Chine ne soit plus l'usine du monde et que le Maroc peut tirer profit en attirant les investissements étrangers, tous ces indicateurs-là nous poussent à croire que maintenant, il est temps à la relance et à la proactivité. Et d'ailleurs, le programme Intelaka est un échantillon, était finalement une direction sur c'est bon,
cessons de bloquer, soutenons les projets, accompagnons-les, et, et je, car il y a dans l'environnement mondial macroéconomique des lueurs d'espoir, des lueurs de croissance qui pourraient légitimer ce changement de politique. Donc, oui, donc finalement, nous sommes d'accord, et ça c'est très intéressant. Merci, monsieur. Merci pour cet échange, Sibn Shkroun. Je redonne la parole à M. Bakou. Moi, je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire, là, c'est pas seulement par rapport à cette relance économique qui peut, c'est-à-dire être enclenchée après le Covid, mais nous avons beaucoup de leviers. Peut-être qu'il faut, il y a aujourd'hui la réflexion sur le nouveau modèle de développement économique, et il y a toute une littérature qui a été produite là-dessus, mais on pourra en discuter. Le Maroc dispose de beaucoup de leviers, mais quels que soient les leviers qu'on met en place, ça restera tributaire de quelque chose qui, de mon point de vue, est extrêmement important, extrêmement fondamental. C'est la gouvernance. Et la gouvernance, c'est un mot facile à dire. Moi, je le connais, c'est-à-dire je l'ai touché, parce que ça fait presque 20 ans que je travaille dans une administration publique et j'ai occupé des hautes fonctions. Et je connais les grandes marges de manœuvre disponibles pour optimiser l'action de l'État et la déployer en faveur de la croissance économique. Je parlerai tout simplement de, j'ai envie de dire, la réécriture des textes, parce que tous les secteurs économiques aujourd'hui dépendent des capacités de régulation de l'État. Donc, il faut une régulation appropriée. Et cette régulation appropriée nécessite des textes appropriés, pertinents, et requiert également des personnes, je dirais, valables et capables de bien appliquer ces textes. Et il y a un économiste qui s'appelle Blanchard, donc professeur au MIT, qui a, je dirais, défini ça. Il a dit que toute la prospérité d'un État dépend de sa capacité d'établir des contrats, d'écrire des textes, de respecter ces textes-là. Et cela touche à tous les secteurs économiques. Il y a des secteurs où il y a des gisements extrêmement importants de croissance. Moi, je ne voudrais pas. Mais si on ne change pas un ensemble de nos textes, je ne voudrais pas citer le droit économique, le droit des affaires d'une manière générale, et également les régulations des secteurs économiques. Prenons le cas du modèle des télécoms, c'est-à-dire si on veut se projeter sur une politique microéconomique, on veut, je dirais, se focaliser sur la question de la régulation, ce modèle des télécoms, si on le transpose aux autres secteurs, je parle du transport par exemple intra-urbain, les taxis, etc., on verra des choses miraculeuses parce que tout simplement la production va augmenter, le marché va se différencier, il y aura des impacts, je dirais, transverses sur tous les autres secteurs, etc. Donc il y a beaucoup de gisements comme ça pour la politique énergétique, dans tous les secteurs. Mais tout cela nécessite la bonne gouvernance, c'est-à-dire des personnes intelligentes, capables de comprendre ces problématiques-là, d'être sensibles à ces problématiques, de déployer des arsenals juridiques et de le faire respecter pour démarrer la machine économique. Donc voilà globalement. Merci beaucoup, Monsieur Bakou. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps de prendre quelques questions supplémentaires. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, une question de M. Youssef Benjelloun. Serait-il pertinent d'envisager que BAM finance directement le Trésor avec des taux bas? Et pour quel impact serait sur l'économie? Bon, en vertu... Oui, vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. La question, vous savez qu'aujourd'hui, tout le concept d'indépendance de la Banque centrale
se fonde sur cette question de non-financement direct de la Banque centrale à l'État. C'est-à-dire que la Banque centrale, la Banque d'État, qu'on appelait la Banque d'État, maintenant on l'appelle la Banque centrale, ne finance pas l'État. Et donc, premièrement, sur le plan statutaire, sur le plan réglementaire, elle ne peut pas le faire. Mais supposons qu'on fasse une dérogation, pour moi, c'est inutile de le faire. Parce que aujourd'hui, la Banque centrale, elle peut le faire indirectement. Elle le fait indirectement, c'est-à-dire en donnant des facilités de crédit, des facilités en matière de refinancement, en baissant son taux, direct, en acceptant de refinancer des titres, c'est-à-dire sur le marché monétaire. Donc, elle glisse, elle met de la liquidité en faveur des banques, ce qui permet à ces banques, aux banques, donc, de pouvoir financer l'État. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, toute la politique de répression, ce qu'on appelait politique de répression financière, c'est-à-dire que les banques marocaines étaient un agent au service de l'État à une certaine période, je parle de la période d'avant avant 93 d'une manière générale, si on veut vraiment établir des dates. Donc, c'était 50% presque du bilan des banques, de leurs actifs, étaient réservés, c'est-à-dire affectés au financement de l'État. Et par la suite, on s'est dit, et bien sûr la Banque centrale également finançait l'État directement, on s'est dit qu'il faut qu'on aille vers un schéma de libéralisation financière, c'est-à-dire un schéma qui encourage l'épargne. Car en encourageant l'épargne, on va d'une part avoir un financement durable et en même temps éviter je dirais, le risque inflationniste et les risques de délapidation de fonds et de relance clientéliste dus à ce genre de système. Et donc aujourd'hui, on a abandonné cette politique, on est allé vers une politique de libéralisation financière. Et dans cette politique, donc, comme j'ai dit, Banque El Maghreb peut le faire pas directement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en donnant plus de liquidités aux banques, donc ça les permet de disposer de plus de liquidités, donc ça leur permet de pouvoir financer l'État. Donc, c'est inutile de revenir à cette décision. Donc, il y aura beaucoup plus d'effets d'annonce négatifs que d'effets positifs. Sachant qu'il ne faut pas oublier que cet aspect d'indépendance de la Banque centrale est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est quelque chose qui est intimement lié à notre processus d'intégration dans la mondialisation. Si le Maroc reçoit aujourd'hui à peu près 3 milliards de dollars, d'euros chaque année, bien sûr, le potentiel est nettement plus important. Si les investisseurs étrangers viennent, c'est par rapport à un écosystème, à un climat des affaires je dirais qu'ils considèrent sain et positif d'une manière générale. Et dans ce climat d'affaires, bien sûr, il y a l'un des éléments fondamentaux, c'est notamment cette question de stabilité monétaire qui est garantie par le fait de l'existence d'institutions qui obligent l'État à ne pas se financer auprès de la Banque centrale. Parce que c'est l'un des paramètres importants, parce que finalement, toutes les inflations enregistrés au niveau mondial sont venus à des dérapages budgétaires. Et quand il y a dérapage budgétaire, ça commence par le marché intérieur, c'est-à-dire que l'État se finance sur le marché intérieur, extérieur, puis intérieur, puis quand le marché intérieur est insuffisant, on se retourne vers la Banque centrale. Alors quand on coupe cette possibilité, c'est une garantie je dirais, d'abord de responsabilité monétaire, mais également de responsabilité budgétaire, parce que l'État, quand elle sait qu'elle ne va pas se financer auprès de la Banque centrale, elle est obligée de se confronter au marché et donc de ne pas choisir la solution de facilité, qui est celle d'avoir des financements monétaires. Donc tout ça est lié, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas parfois aller vers des choix ou je dirais casser des choses qui sont mises en place, qui ont été d'ailleurs mises en place par des gens qui, pour une bonne sagesse et pour de bonnes raisons. Voilà. Merci beaucoup, M. Babou. Alors, une avant-dernière question peut-être. Elle nous vient de Younes Khabdoudi, alors qui demande votre avis sur la décision de BAM, de Banque El Maghreb, de non-distribution et paiement des dividendes pour l'exercice 2019. Sa seconde question est, est-ce que cette décision va impacter la relation et la crédibilité avec les investisseurs étrangers?
Pour moi, sincèrement, pour moi, c'est une erreur économique. Pour moi, c'est une grande erreur économique. Pourquoi? Premièrement, comme je l'ai dit, il y a deux éléments extrêmement importants au niveau du pilotage de la politique économique d'un pays auquel il ne faut pas toucher, c'est la stabilité de la monnaie nationale et c'est le droit de propriété. Et quand on parle de droit de propriété, c'est le droit bien sûr de jouissance de toute propriété, donc de tout actif réel ou financier qu'on acquiert. Et ce droit de jouissance veut dire également droit de bénéficier du fruit de cet investissement, de cette propriété, à savoir les dividendes, et également le droit de pouvoir bénéficier du produit de cession de ce bien. Donc voilà, droit de propriété, il ne faut pas y toucher, et quel que soit, c'est-à-dire c'est une solution qui est plus extrême, la dernière solution. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde la mesure, déjà, on n'en est pas là, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons énormément de marge de manœuvre, avoir de réserves qui dépassent les déficits prévisionnels du marché de change, on a de quoi financer peut-être, moi je n'ai pas eu le temps de faire le chiffrage, mais comme ça, je dirais qu'on a quelque chose comme 4 ans peut-être à résorber avec les avoirs de réserve de déficit prévisionnel de marché de change. On a cette LPL, on a cette crédibilité, ces promesses et engagements de financement extérieur. Et donc, on a également des solutions budgétaires qu'on pourrait utiliser. On a également les stabilisateurs automatiques parce que les dividendes, de toute façon, ils vont baisser, c'est-à-dire ils vont être impactés par cette baisse. C'est vrai que ces dividendes qui sont liés à l'année dernière, c'est-à-dire aux précédents exercices, mais quand même, ce qui pouvait être fait, c'est que les banques, à travers le GPBM peut-être, c'est-à-dire recommandent aux banques peut-être de tenir compte de la situation actuelle du Maroc en matière de distribution de dividendes, mais comme ça, prendre cette décision, elle est inutile, insensée et inefficace et impertinente. Merci beaucoup, Monsieur Bakou, d'avoir répondu à toutes les questions de l'auditoire. Alors, je ne vois plus d'autres questions. Un dernier mot de clôture, si vous voulez? Bon, tout d'abord, désolé pour l'incident. Il n'y a pas de souci. Parce que j'ai été occupé cette matinée en réglant notamment un problème lié aux complications parfois de nos textes, de nos réglementations. Et en deuxième lieu, je croyais que j'avais l'application chez moi dans mon PC. Et je tiens à vous remercier vivement pour cette initiative très importante. C'est nous que vous remercions. Et je considère que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, autant nous avons besoin je dirais, d'actions concrètes menées par l'État, mais nous avons aussi besoin d'une bonne culture économique, c'est-à-dire que tous les opérateurs économiques puissent au moins être dans ce partage de l'information économique, de bonnes analyses, pour pouvoir au moins, je dirais, bien peut-être mener être rassurés ou prendre des décisions économiques qui sont pertinentes et appropriées. Et je pense qu'à travers votre initiative, vous participez à cet objectif-là. Et donc, je tiens à vous remercier vivement et je vous souhaite Awashar Moubarika et puis à très bientôt. Merci. Et merci à l'audience également. Merci à tout l'auditoire, à leur intérêt pour le sujet, aux questions pertinentes qui ont été posées. Donc, voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bakou. Au nom du club des dirigeants, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir éclairé sur la politique d'ajustement de la balance des paiements au Maroc face au Covid-19. En tous les cas, on espère vous revoir très bientôt.
Je remercie aussi l'auditoire de nous avoir suivis depuis Facebook et aussi depuis Zoom. Si je n'ai pas ou si j'ai raté une question quelque part, nous sommes aussi pris par le temps parce que nous avons d'autres interventions dans l'heure qui vient, enfin dans le quart d'heure qui vient, donc on se doit d'aller préparer pour se préparer pour les autres intervenants. Merci Monsieur Bakou d'avoir été parmi nous. Merci cher auditoire et je vous donne rendez-vous à 16 heures tapantes pour un autre sujet. Ça doit porter sur la neuroéducation peut-être, je pense, si mes souvenirs sont bons. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et Awashar Mubaraka et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci à vous.